Mardi 28 juin 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari, bonne rupture de jeûne. Sachez d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition en partie magazine l'analyse de M. Abba Hassan du groupe Alternative Espace Citoyen sur les conséquences du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne après le référendum auquel les citoyens britanniques se sont majoritairement exprimés pour demander le retrait de leur pays de l'Union européenne. Mais avant, je vous propose de suivre un extrait de cette analyse de M. Abba Hassan du groupe Alternative Espace Citoyen. Je pense que ça peut concerner des pays qui ont des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne, surtout si ces relations passent par des accords signés avec l'Union européenne. Je pense par exemple aux pays du Commonwealth qui ont des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne, qui ont des rapports commerciaux. Alors, évidemment, on pense que ça peut affecter des accords signés dans le cadre de l'Union européenne. Mais les accords bilatéraux peuvent, j'imagine, continuer à se développer entre la Grande-Bretagne et ces pays, puisque quelque part, en arrière-fond de cette décision des Britanniques, il y a aussi la volonté, y compris de certains acteurs politiques en Grande-Bretagne, d'avoir plus de marge de manœuvre par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, d'être capable de mieux discuter, de mieux négocier les intérêts de la Grande-Bretagne avec les pays tiers. Et donc, même si on pense que pour certains pays, ça peut créer des difficultés, je pense que les Britanniques vont, puisqu'ils ne veulent pas rester seuls quand même s'ils quittent l'Union, je pense qu'ils vont chercher à développer des relations partout où ils ont des intérêts. Ils iront et ils vont chercher à signer des accords avec les pays. Et donc, de ce point de vue, tout de suite, évidemment, parce que peu de gens sont préparés à les voir sortir de l'Union européenne, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes. Mais à mon avis, ils finiront par dire, puisqu'ils sortent maintenant, comment entendent-ils gérer les types de relations qu'ils ont avec d'autres pays, y compris pour les pays d'Afrique. Abba Hassan Boukar, que vous retrouverez donc en partie magazine de cette édition. Le principal rapport annuel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, est paru. Dans ce rapport, il est indiqué que ce qui attend les enfants défavorisés de la planète dans les prochaines années, si bien sûr les gouvernements et les différents bailleurs de fonds ne font rien, c'est la pauvreté, l'analphabétisme et les décès prématurés. Je vous propose de suivre le résumé du communiqué de presse rendu public à l'occasion de la publication de ce rapport avec Hassan Saleh Mustafa. Dans son communiqué de presse, l'UNICEF annonce que 69 millions d'enfants de moins de 5 ans vont mourir principalement de causes qu'on pouvait pourtant éviter. 167 autres millions d'enfants vivront dans la pauvreté et 750 millions de femmes seront mariées pendant leur enfance d'ici 2030, date limite pour les objectifs de développement durable ODD. Relativement à la situation des enfants dans le monde, l'UNICEF présente un sombre tableau de ce qui attend les enfants les plus pauvres du monde si le gouvernement, les bailleurs de fonds, les entreprises et les organisations internationales n'accélèrent pas leurs efforts pour répondre à leurs besoins. Selon le communiqué de presse de l'UNICEF, c'est en Afrique subsaharienne que les perspectives sont les plus préoccupantes. Au moins 247 millions d'enfants, soit 2 sur 3, vivent dans la pauvreté multidimensionnelle, privés de ceux dont ils ont besoin pour survivre et se développer. C'est aussi dans cette région que près de 60% de jeunes âgés de 20 à 24 ans, issus du quintile le plus pauvre de la population, ont moins de 4 années de scolarité. Si les tendances actuelles se maintiennent, le rapport prévoit que d'ici 2030, l'Afrique subsaharienne représentera près de la moitié de 69 millions d'enfants qui mourront avant leur 5e anniversaire, principalement des causes évitables. Plus de la moitié de 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne seront toujours pas scolarisés. 9 sur 10 enfants vivant dans l'extrême pauvreté. Bien que l'éducation joue un rôle unique pour donner des chances égales aux enfants, le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés a augmenté depuis 2011 et une part importante de ceux qui fréquentent l'école n'y apprennent rien. Aujourd'hui, environ 124 millions d'enfants ne fréquentent pas l'école primaire ni le premier cycle de l'enseignement secondaire. Près de 2 enfants sur 5 ayant terminé l'école primaire n'ont appris ni à lire, ni à écrire, ni à faire de simples opérations mathématiques.
Ainsi, le rapport de l'UNICEF met aussi en évidence qu'investir dans les enfants les plus vulnérables peut être bénéfique dans l'immédiat et à long terme. Les allocations en espèces, par exemple, se sont avérées utiles pour aider les enfants à rester à l'école pendant plus longtemps et à progresser vers des niveaux de scolarité plus élevés. En moyenne, poursuit le communiqué de l'UNICEF, chaque année supplémentaire de scolarité que reçoit un enfant augmente ses revenus d'environ 10% à l'âge adulte. En moyenne, pour chaque année de scolarité supplémentaire effectuée par les jeunes adultes d'un pays, le taux de pauvreté de ce pays baisse de 9%. Bientôt, un master en sécurité et en culture de la paix à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Un atelier de réflexion sur le lancement de ce master se tient depuis ce matin à Niamey. Les autorités universitaires du Niger sont appuyées dans ce processus par la coopération technique belge. Je propose de suivre le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Cissé Ibrahim. Actuellement, l'Afrique et le reste du monde sont confrontés aux soucis sécuritaires face aux différentes agressions terroristes. Et dans le combat contre le terrorisme, notre pays n'est pas en reste. La preuve supplémentaire est la mise en route d'un master en sécurité et culture de la paix à l'université de Niamey avec l'aide de la coopération belge. La Belgique, partenaire du Niger depuis de nombreuses années, s'engage à soutenir le Niger sur les deux plans, la sécurité et le développement, là où son expertise lui permet d'apporter une plus-value. Ce projet de création d'un master professionnel en relations internationales, études de sécurité et politique de paix au Niger réunit l'expertise de 3 de nos universités, l'UCL, l'université de Namur du côté de la Belgique et l'université Abdou Moumouni du Niger. Le recteur de l'université Abdul Moumouni de préciser les catégories qui seront intéressées par le master en sécurité et culture de la paix. Cette formation que nous mettons en place avec l'appui de nos partenaires belges débouche sur l'ouverture dès septembre prochain, Inch'Allah, d'un master à 2 dimensions. D'abord, une dimension professionnelle. Le master est ouvert aux hauts cadres civils et militaires de l'État intéressés par la question de sécurité, ainsi qu'aux agents des ONG et organisations internationales travaillant sur cette thématique. Cette dimension est extrêmement importante puisqu'elle s'inscrit dans la dynamique de la professionnalisation des filières à l'université Abdou Moumouni, véritable trait d'union entre l'université et la société. Ensuite, procédant à l'ouverture de l'atelier de réflexion autour du lancement du master dans le domaine de la sécurité, le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed veut dire l'importance que revêt le master en sécurité et culture de la paix. En ce temps où notre pays, à l'instar de l'ensemble de la sous-région sahélo-saharienne, fait face à des défis multiformes, notamment en matière de sécurité, il est plus que jamais indispensable d'investir dans la matière grise. La connaissance, l'analyse et la compréhension des enjeux politiques, géopolitiques et de sécurité doivent éclairer la décision politique. À cet égard, il me paraît absolument essentiel de renforcer nos capacités de formation de personnel hautement qualifié. Quant à lui, le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba, n'a pas manqué de remercier tous les partenaires engagés dans la concrétisation du master en sécurité et culture de la paix, en particulier la coopération belge qui assure le financement à hauteur de 450 000 € répartis sur 5 ans. La page Ramadan cette fois-ci avec d'abord cette cérémonie de rupture collective à la présidence de la République. Les hôtes du chef de l'État hier étaient les chefs des institutions, les membres du gouvernement et les députés nationaux, Abouakar Souley et Nasser Dantoufou. Ils étaient les invités du président de la République à cette rupture de jeûne collective. C'est lundi soir au palais de la présidence de la République. Ce sont les chefs d'institution, les membres du gouvernement et les députés nationaux. En ce mois béni de Ramadan, cette classe dirigeante du pays aura donc à partager l'iftar avec le président Issifou dans la convivialité, la fraternité et la cohésion, gage de tout développement pour un pays. Les invités à cette rupture apprécient à sa juste valeur cette initiative du président de la République. Cette occasion nous permet de renforcer les liens qui existent déjà avec tous les Nigériens. Je pense que cela vient renforcer ces liens de fraternité, d'unité qui doivent exister entre tous musulmans et entre les Nigériens d'une manière
particulièrement. C'est une bonne initiative qui dit Ramadan, dit partage, dit solidarité. Donc c'est un geste de solidarité du président de la République envers ses concitoyens, envers un moment aussi de partager cette joie de prier ensemble, cette joie de rompre ensemble les jeunes avec l'ensemble des députés et des membres du gouvernement et des autres institutions aussi, des autres formations socio-professionnelles. Nous louons cette entreprise, nous louons vraiment cette expérience et nous voulons qu'elle soit continuelle, que les Nigériens et les Nigériennes s'asseyent pour manger ensemble, pour fraterniser. Ainsi, après la prière de Maghrib, le président de la République a pris congé de ses hôtes. Les corps diplomatiques seront les prochains sur la liste des invités à cette rupture de chaîne au palais de la présidence de la République. Suivant à présent, toujours dans le cadre de ce mois béni de Ramadan, les conseils du docteur Bello Abdelkader, nutritionniste. Il parle aujourd'hui de la variation des mets pour la rupture du jeûne. Nous l'écoutons. Comme on le dit, il ne faut pas que ce soit toujours la même chose, parce que plus vous variez, plus vous avez l'appétit, et plus vous variez, moins vous avez tendance à vous garder. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de penser parce que l'aliment est délicieux, c'est pour ça que je me garde. Souvent, malheureusement, ce n'est pas cette situation-là. Donc si je prends une source de protéines, aujourd'hui par exemple la viande, si j'ai la possibilité un autre jour de prendre le poisson, si j'ai la possibilité un autre jour de prendre des produits laitiers. Donc il faut naturellement varier parce que la variation de l'aliment permet d'atteindre un meilleur équilibre sur le plan de la nutrition. Et malheureusement, parmi tous les inconforts et les troubles possibles pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que nous avons une mauvaise discipline alimentaire. Cette mauvaise discipline alimentaire nous entraîne à un déséquilibre alimentaire et ce déséquilibre alimentaire va entraîner tous les troubles que j'ai évoqués, notamment la constipation, notamment les sensations de fatigue, notamment les vertiges, notamment les insomnies. Parce que si vous prenez des produits sucrés la nuit, naturellement vous pouvez avoir également des insomnies. Voilà, pour refermer cette édition, nous vous proposons de suivre ce reportage sur le métier de teinturier exercé par plusieurs jeunes Nigériens et qui se retrouvent bien dans cette activité à la grande satisfaction de leurs clients. Le reportage est signé Asma Oseidou et Aboubakar Souley. La teinture, c'est un travail à la chaîne qui demande beaucoup de force suivant plusieurs processus. Divers produits sont utilisés dans la teinture. Il s'agit notamment des acides, des poudres, des colorants, de la gomme arabique. C'est le concours de tous ces produits qui permet de changer les couleurs des basins et autres habits. La transformation de la truc, ça dépend de l'acide sulfurique. C'est ça qu'on mélange avec l'eau et l'acide, avec la couleur de la base qu'on veut. Si on veut vert citron, on va mélanger avec deux couleurs, par exemple jaune et vert. Bon, si on veut que le vert soit sorti, on met plus de vert plus que le jaune. Si on veut que le jaune soit sorti, on met jaune plus que le vert, un peu de vert pour que le jaune puisse sortir bien. Un travail certes pénible, mais rentable. Dieu merci maintenant parce que tous les clients sont satisfaits de notre travail parce qu'on fait beaucoup de travail ici. C'est pas la teinture seulement, on fait la tâche, on fait beaucoup de choses. Malheureusement, les clients quand même ils sont bien satisfaits de notre travail parce qu'ils savent qu'on est en train de faire un bon travail. Même si ce n'est pas après la fête de toutes les choses, on est en train de travailler tous les jours. 24 heures sur 24 heures, on travaille ici. Il y a des gens, ils disent demain, ils veulent ça, donc ça nous dérange un peu. Parce que pour notre travail, on veut de prendre un peu de temps pour bien faire le travail. Mais il y a des gens, ils veulent ça rapidement, c'est ça seulement qui nous dérange. Sinon, à part de ça, ça va, alhamdoulilah. Quant aux clientes, elles apprécient ce travail à sa juste valeur. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec elle. On a amené le bazin et c'est elle qui fait la teinture et les dessins et les motifs. On n'a rien à envier aux importés. Ouais, c'est fait ici. Ils m'ont dit hier et je suis venu aujourd'hui et j'ai trouvé que c'est prêt. Donc il n'y a rien à dire. Vraiment, je suis satisfaite
du travail, du rendez-vous. Et c'est pas cher. La teinture, une activité qui a le vent en poupe à Niamey, surtout à l'approche de la fête de Ramadan où on constate un flux massif des clients dans les ateliers de teinture. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barry. Au revoir. Je pense que ça a été une surprise pour moi personnellement. J'ai cru comprendre que je ne suis pas seul à être surpris, y compris en Europe et peut-être même en Grande-Bretagne. Beaucoup de personnes ont été surpris par le fait que le oui l'emporte au Brexit, donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Probablement, il y a un décalage entre les raisons pour lesquelles les citoyens ont voté et c'est pour lesquels les dirigeants avaient pensé que la Grande-Bretagne resterait dans l'Union. Ça montre quelque part que les dirigeants parfois peuvent ignorer les attentes des citoyens. C'est quelque chose d'inquiétant en démocratie puisque les dirigeants prétendent agir au nom de la communauté et lorsque vous ne connaissez pas les attentes de la communauté, ça pose un problème. Mais la plupart des analyses qui ont été produites après la sortie de la Grande-Bretagne laisse croire que pour certains esprits avertis quand même, c'était pas une surprise. L'impression qu'on a, c'est que cette union-là, aussi ancienne soit-elle, qu'elle serve de modèle pour d'autres régions du monde. Pour les citoyens européens ordinaires, elle comporte beaucoup d'insuffisances. Les gens ont l'impression qu'il y a une sorte de dictat de Bruxelles, qui est donc la capitale de l'Union européenne. Certains craignent de perdre la souveraineté de leur pays. Ils ont l'impression que les décisions qui sont prises dans leur pays viennent de Bruxelles, donc ils n'ont pas le contrôle sur ces décisions-là. Et comme aujourd'hui l'Europe traverse une crise économique, en tout cas dans la plupart des pays, les gens ont l'impression aussi que certaines décisions prises à Bruxelles ont un effet et que ces crises sont parfois les conséquences des décisions prises à Bruxelles. Par exemple, les gens considèrent que la libre circulation au niveau de l'espace européen fait que ça crée un problème de chômage dans certains pays, notamment les pays les plus riches, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, ont l'impression qu'ils attirent plus de travailleurs, plus de monde des pays qui sont moins riches. Vous avez par exemple beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui sont venus se joindre à l'Union européenne. Et là, dans des pays comme la Grande-Bretagne, les gens ont l'impression que ces personnes viennent piquer leur emploi. Globalement, je pense qu'il y a des craintes autour desquelles finalement les Britanniques ont pris cette décision-là. C'est vrai que certains ont considéré que les Britanniques n'étaient pas très bien informés. Peut-être qu'eux-mêmes se sont surpris par leur propre décision. La preuve, vous avez une sorte de réaction dans le sens contraire. Vous avez une bonne partie de l'opinion qui demande aujourd'hui un deuxième référendum. Ça montre quelque part qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été faites à la va-vite autour de ce référendum. Mais le résultat est là. C'est que les Britanniques, à leur majorité, ne veulent pas rester dans l'Union européenne. Et donc, la conséquence que cela va engendrer, on se demande, est-ce que ça va être le dernier pays à sortir? Est-ce que ça ne va pas entraîner d'autres pays à partir? Le sentiment des électeurs britanniques n'est pas un cas isolé, apparemment. Je pense que dans d'autres pays aujourd'hui, les gens ont l'impression que rester dans l'Union européenne, ils perdent beaucoup de choses. Ils ont l'impression que leur destin leur échappe. Ils pensent que Bruxelles, c'est vraiment lointain par rapport à leur vie de tous les jours, par rapport à leurs attentes. Et là, on peut craindre, en tout cas, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, que d'autres pays puissent prendre le pas. Est-ce qu'on tire les leçons? Si on tire les leçons, cela suppose qu'on va prendre des mesures pour éviter que d'autres pays ne prennent l'exemple de la Grande-Bretagne. Mais si rien n'est fait, on peut craindre que d'autres pays prennent le pas sur l'exemple, j'allais dire, sur la Grande-Bretagne. Ça peut concerner des pays qui ont des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne, surtout si ces relations passent par des accords signés avec l'Union européenne. Je pense par exemple aux pays du Commonwealth qui ont des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne,
qui ont des rapports commerciaux. Alors, évidemment, on pense que ça peut affecter des accords signés dans le cadre de l'Union européenne. Mais les accords bilatéraux peuvent, j'imagine, continuer à se développer entre la Grande-Bretagne et ces pays, puisque quelque part, en arrière-fond de cette décision des Britanniques, il y a aussi la volonté, y compris de certains acteurs politiques en Grande-Bretagne, d'avoir plus de marge de manœuvre par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, d'être capable de mieux discuter, de mieux négocier les intérêts de la Grande-Bretagne avec les pays tiers. Et donc, même si on pense que pour certains pays, ça peut créer des difficultés, je pense que les Britanniques vont, puisqu'ils ne veulent pas rester seuls quand même s'ils quittent l'Union, je pense qu'ils vont chercher à développer des relations partout où ils ont des intérêts, et ils iront et ils vont chercher à signer des accords avec les pays. Et donc, de ce point de vue, tout de suite, évidemment, parce que peu de gens sont préparés à les voir sortir de l'Union européenne, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes, mais à mon avis, ils finiront par dire, puisqu'ils sortent maintenant, comment entendent-ils gérer les types de relations qu'ils ont avec d'autres pays, y compris pour les pays d'Afrique.